si on arrive du coup sur le sujet, de les sujets un petit peu du légal, comment on peut comment on installe une tiny house en France? Est-ce que ça passe pas quand même par un un certificat de construction, un permis de construire pardon? Oui. Est-ce qu'on peut l'installer sur un terrain non habitable ou agricole? Et comment, voilà, et raconte-nous un petit peu l'histoire, cependant de l'histoire de parcelles. Mais l'histoire, c'est, que c'est super d'être naïf au début. Ça aide à faire des choses, telles l'urbanisme, surtout dans ce cas-là. Non, non, bah, ça avait l'air très simple sur le papier, hein, donc moins de 3 mois, tu as pas besoin d'autorisation. Plus de 3 mois, tu fais juste une déclaration préalable en mairie. Donc ça, c'est ce qu'on m'avait vendu sur le papier. La réalité des choses, c'est que, en fait, tu vas te rendre compte rapidement que 2 choses, les compétences d'urbanisme qui sont souvent au niveau des communautés de communes, ben, les gens sont pas forcément, hyper bien renseignés sur la législation des tiny house qui aujourd'hui n'est pas clairement encadrée dans la loi. Donc c'est un petit peu à l'interprétation de chacun et le deuxième point, c'est surtout que, il faut que tu aies les mairies et les communautés de communes qui soutiennent ton projet parce que sinon ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionnera pas parce que, ben, soit il faut, retravailler, le PLU pour pouvoir, installer une tiny, soit, c'est vraiment en fait, pas au bon vouloir du ou de la maire, mais c'est plutôt, de travailler ensemble avec les collectivités locales pour arriver à trouver, la bonne installation et aujourd'hui, ça dépend vraiment du PLU, de la commune dans laquelle, tu t'installes. Donc ça, c'est ce que je dis souvent, on est sollicité par des gens qui veulent soit créer des tiny et y vivre, soit qui ont des projets de location. Moi, je leur dis toujours: «Avant de débuter votre projet, allez à la mairie et présentez-le. Voyez ce qui en ressort». Parce qu'en fait, j'ai eu le cas où moi, on était, en Dordogne, on était, super proche de l'ouverture, on avait un super projet et cetera. Impossible parce que la mairie était opposée, en fait, tout simplement et que ça ne fonctionnait pas. Donc il y a un moment, ben, tu es obligé, de laisser tomber et maintenant on a beaucoup quoi, on a vraiment, une meilleure expertise, de ce point d'urbanisme. Mais c'est vrai que c'est dommage que ce soit si compliqué en France, pour obtenir cette déclaration préalable qui normalement prend que un mois, voire, 2 max, quoi. D'accord, donc la clé, c'est vraiment cette, déclaration préalable. C'est un dossier que tu vas monter, où tu présentes quoi? Tu présentes les plans de la tiny, l'emplacement où tu veux la Ouais. poser, et ils vont te donner en 1 ou 2 mois, l'autorisation. Ça, je pense que les voisins ou les voisins peut-être ont des choses à dire. Je sais pas comment, c'est quoi un peu Non, mais en les fait, c'est freins? vraiment comme une déclaration préalable, donc c'est-à-dire que tu fais le papier. Ouais, Tu le déposes en mairie, c'est très simple, tu t'expliques ce que tu vas faire. Installer une tiny house, autonome en bois et cetera de tant de mètres carrés. Hem et après, normalement, au bout d'un mois, on te dit oui ou on te dit non et si on te dit oui, tu as juste à mettre un panneau d'affichage justement pour que les voisins soient au courant, et éviter, bah, les recours, des tiers. Et après 2 mois, c'est OK et tu peux donc l'installer selon, certaines conditions, selon la mairie, selon la commune. Mais c'est vrai que parfois, c'est assez méconnu. Maintenant, je pense que depuis 1 an, honnêtement, on voit vraiment la différence. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, quand, j'approchais, les mairies, pour pitcher le projet, on ne savait pas ce que c'était une tiny house, ouais. c'était inconnu. Maintenant, tu vois qu'il y a quand même, il y a eu beaucoup de presse autour, il y a eu, pas mal de même de documentaires sur Netflix et autres. C'est un mot qui revient, on voit la trend même sur Google qui augmente énormément. C'est un terme qui se démocratise et on voit beaucoup, beaucoup de régions comme la Bretagne, par exemple, qui sont très innovantes, sur, ce mouvement-là d'habitat alternatif et qui vont, ben, faire bouger les lignes, de l'urbanisme pour faciliter l'implantation. OK, parce qu'en effet, les mairies, du coup, bon, soit elles y connaissent rien en tiny house, soit elles se positionnent pour, soit elles se positionnent contre finalement. Et Ouais, c'est un peu ça, ouais. ouais, OK. Hem, donc ça, est-ce que tu penses que c'est ton premier frein, le premier frein à ton développement, c'est ces autorisations et les endroits qui sont relativement limités pour les poser? Ou
ou pas? Ou c'est le financement des tiny ou le nombre de clients qui est intéressé par ce mouvement et le slow travel et cetera? Comment tu identifierais ça? Non, je pense pas que ce soit un frein, c'est plutôt, une chose à prendre en considération. Donc, aujourd'hui, on sait que, on s'y prend à l'avance si on veut, ouvrir dans telle ou telle destination, et surtout on va travailler aussi avec, des spécialistes, de l'urbanisme, pour pouvoir apporter les clés, les éléments de réponse, aux communautés de communes quand elles les ont pas. Voilà, on travaille vraiment main dans la main avec les collectivités, je pense que c'est ça le plus important. Donc, c'est pas un frein, c'est juste une considération à prendre en compte. Très bien. Maintenant que vous êtes bien développé, on a parlé un peu justement du remplissage, au moment de votre lancement et cetera. C'est quoi les retours que vous avez? Est-ce que vous arrivez à louer, à 90 l'été et pas du tout en hiver? Ou est-ce qu'il y a quand même des locations en hiver? Comment ça se passe un peu sur on est sur un podcast où on a beaucoup de personnes qui travaillent dans l'immobilier, des à la fois des investisseurs, des experts, des gens qui ont des proptech et cetera. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, bah, je peux vous dire que l'hiver, on a eu une belle surprise, quoi. Moi, j'étais persuadée que, le concept de la tiny fonctionne très bien l'hiver. Déjà, parce que c'est très bien isolé, on a des petits poêles à gaz, et puis, 2, tu es quand même, cet effet un peu cocon dans lequel, tu peux chiller et être en fait, en immersion totale dans la nature. Donc ça, c'est pas donné, à un hôtel, en pleine ville. Et au final, en effet, les chiffres l'ont prouvé. On a eu une très belle saison d'hiver, sur toutes nos destinations avec, des séjours qui étaient plus axés sur le week-end et la fin de semaine forcément. Mais on n'a pas eu de difficulté à remplir cet hiver, nos tiny. Et en plus, on a eu un bel hiver, donc ça, c'est sympa quand il fait beau et froid, les gens, ben, se déplacent. Et en fait, tu verras que l'hiver, bah, tout est fermé, donc les campings sont fermés, Ouais. les habitats insolites sont fermés parce qu'il fait froid dans les cabanes perchées, et tu es assez restreint au niveau des choix également, pour voyager. Et c'est un problème, j'ai envie de dire, en France, l'hiver, tout s'arrête, quoi. Mais moi, j'ai vraiment fait le pari un peu fou de dire: «Bah, non, on ferme pas, on reste opérationnel». Et en effet, ça a fonctionné. Donc l'hiver prochain, ça sera encore mieux. Puis on a développé des petites expériences sympas, à la ferme de Beaulieu. Tu avais, une raclette avec le à la bougie avec le fromage du voisin. À la chèvrerie de Rilly, tu avais, la fondue aux chèvres maison, à faire dans ta tiny. Et en fait, c'est des moments, absolument, exceptionnels, que tu oublieras pas et qui sont, quand même en hiver. Ouais, tu vas faire saliver tous les auditeurs. Falloir Bah, écoute, falloir que avec tu nous plaisir. donnes un code promo ou un truc comme ça pour, C'est clair. on en parlera. Si tu as quelque chose pour moi, on mettra ça en description de Ça l'épisode. marche. Trop bien. D'un point de vue, investissement, locatif dans les tiny, est-ce que, co est-ce que tu as vu ce mouvement se démocratiser? Est-ce qu'en effet tu le conseilles? Parce que c'est vrai que quand on voit les chiffres, là, on se dit: «Bon, bah, a priori, si tu arrives à faire, des nuits à 130 € et que la tiny coûte 50 000 €, tu es sur des taux de rentabilité qui sont supérieurs à ce que tu peux avoir dans l'investissement locatif». Voilà, je pense il y a quand même des zones d'ombre, des choses à gérer. Comment tu envisages l'investissement locatif dans les tiny? Bah, nous, c'est assez, particulier puisqu'on reverse quand même, une jolie partie, du revenu à Ouais, l'agriculteur. Donc faut prendre ça en compte aussi dans la rentabilité, de la tiny. Après, je pense qu'il y en a de plus en plus, en locatif. Sur Airbnb, tu en avais déjà, des centaines, hein, avant que qu'on crée Parcelle. C'est pas nouveau. Mais je pense qu'il fait, c'est vraiment le côté expérientiel aussi. Et poser une tiny dans ton jardin et la louer 130 €, je suis pas sûre que ça fonctionne beaucoup, ouais. surtout en hiver. Donc c'est là où il faut réfléchir. Et je pense que quand on lance, sur un projet, locatif, surtout sur de l'hébergement, voilà, un peu insolite, je pense il y a commence à avoir ses limites parce qu'on voit de plus en plus de camps ouvrir, avec, des projets, hyper sympas. Mais il y a une vraie, on va pas dire concurrence, mais j'ai envie de dire une vraie activité dans ce secteur-là, ce qui est super, ce qui est porteur. Mais nous, pour se différencier, on veut vraiment, avoir, cette idée de un peu seul au monde. Donc tu n'auras jamais, 15 tiny house parcelles, en randonnion, dans un champ.
L'idée, c'est vraiment de créer ce moment. Oui, c'est vrai que c'est toi la grande différence, c'est que toi, tu as fait le choix, en effet, de pas les rassembler, alors que les rassembler d'un point de vue opérationnel, ça facilite Ah bah oui, plein de choses. opérationnellement parlant, en rentabilité, si tu as un terrain de camping et tu as 15 tiny dessus, c'est beaucoup plus rentable et beaucoup plus facile. Mais bon, c'était pas, c'était pas l'idée.